toujours très fort. Donc Delphine, si tu veux bien passer à la slide suivante. Donc ce webinaire, on l'a intitulé «Jusqu'ici tout va bien». Il fait suite à un premier webinaire qu'on avait fait à la rentrée de septembre, avec à peu près les mêmes personnes autour de la table, dans justement l'objectif, comme je vous disais, de vous présenter les dispositifs d'accompagnement. Avant, on va vous faire un petit récap de la situation, même si je pense que vous la connaissez assez bien, puisque vous la vivez. Mais on est dans un contexte social et économique qui est de plus en plus contraint. Différentes enquêtes nationales qui ont été réalisées par l'Observatoire régional de la vie associative Hauts-de-France ont pu montrer les difficultés tant en termes de santé financière que de modèle économique, que d'adaptation des activités pour les associations. Des questions quand même relativement importantes sur la qualité de vie et les conditions de travail au sein des structures de l'ESS. Mais ça, Perrine de l'ARACT pourra nous en parler davantage. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai vu qu'il y avait eu des questions là-dessus dans le Framaform. Il y a également un kit de prévention «Jusqu'ici tout va bien» qui a été produit et qui est téléchargeable gratuitement sur le site du DLA, mais vous aurez les informations en cours de webinaire. Et donc là, l'objectif aussi, c'est parmi tous les acteurs de l'accompagnement présents, c'est aussi de vous montrer qu'on est en lien les uns avec les autres. Et donc parfois, ça peut paraître un peu dense. L'objectif, c'est pas que vous deveniez des experts de l'accompagnement à la vie associative, mais que vous ayez identifié certaines personnes qui puissent éventuellement vous accompagner. Et nous, derrière, on fait toujours le travail de voir s'il y a besoin ou s'il y a d'autres acteurs qui seraient plus intéressants ou plus adaptés au regard de votre situation ou de votre manière de fonctionner. Dans ce cas-là, nous, on fait des redirections sans problème. Cet outil, c'est un cycle des saisons qui a été produit et qui permet un petit peu de montrer le cycle de vie d'une entreprise. Et ça a été adapté au fonctionnement des associations. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail. Vous aurez toutes les slides justement qui l'expliquent, qui viennent d'apparaître rapidement. Mais c'est plutôt de parfois déculpabiliser ou parfois prendre un peu de recul sur la situation. C'est très facile à dire parce que quand on le vit, quand on est au cœur de la tempête ou en pleine période de crise où on sent les problèmes arriver, forcément, c'est très intense et c'est très dur au quotidien en tant que dirigeant. Mais c'est pour vous dire que c'est des choses qui sont normales et qu'en fait, il y a différents moments où on peut intervenir. Et selon le moment où on va réagir, le moment où on va intervenir, il y aura des solutions plus ou moins faciles et plus ou moins activables. Pour juste vous expliquer rapidement cette représentation graphique, on considère qu'un projet associatif et une association, quand ils sont créés, qu'ils apparaissent, ils sont plutôt dans une phase de printemps. Donc ça va être des phases où il va y avoir énormément d'idées, énormément de tâtonnements ou d'expérimentation. On connaît pas encore tout ce fonctionnement, on n'a pas encore toutes ces habitudes de fonctionnement, mais c'est des choses qui commencent à s'instituer. Et donc, si tout ça fonctionne bien, on arrive au bout de quelques années ou parfois au bout de quelques mois, ça dépend, toutes les associations sont différentes. On arrive sur une phase un petit peu plus pérenne qui là s'appelle l'été. Et donc cette phase-là, elle permet, c'est le moment où on va avoir des partenariats qui vont être beaucoup plus structurés. On va avoir son fonctionnement qui commence à bien rouler. Si jamais il y avait des projets de salarier des personnes, souvent c'est à ce moment-là que ça apparaît. Donc là, on va dire que c'est le moment où l'association commence à vraiment fonctionner de manière régulière. On n'est plus tant dans l'amorçage, on est plutôt dans un fonctionnement courant, régulier. Et donc en fait, une association qui va être dans ce qu'on appelle un cycle de croissance, du coup dans un développement continu de son organisation, elle va alterner ces deux phases, printemps parce qu'une création en général de nouvelles actions, de nouvelles activités, et puis après quand elles arrivent dans la pérennisation de ces activités, passage en été. Donc on a un cycle qui peut apparaître ici, qui là est nommé cycle de croissance. En cas de difficulté, il peut y avoir parfois des problématiques qui soient soit internes à l'association, soit dues à un contexte externe que là, on vous a rappelé juste avant très brièvement. Là, actuellement, c'est pas très surprenant d'avoir pas mal d'associations qui se retrouvent plutôt, qui s'identifient plutôt à la phase automne. Et donc, dans la phase d'automne, en fait, c'est là où il y a des sortes de couacs, il y a des choses qu'il faut réadapter. Et donc, l'enjeu, c'est de réussir à trouver des solutions pour les adapter. Par exemple, là, moi, je représente le DLA. Le DLA, on intervient souvent, soit en cycle de croissance, soit parfois en cycle de relance. L'objectif de l'automne, en fait, c'est de savoir au plus vite quand il y a ces changements-là et de savoir les identifier parce que parfois, c'est des choses qui n'empêchent pas un fonctionnement courant de l'association.
mais qui peuvent à terme être un petit peu plus complexes, ou alors, au bout de quelques mois faire, faire évoluer la situation de l'association, et là, ça a demandé des enjeux beaucoup plus forts. Et donc le passage de la phase d'été, à la phase d'automne, on appelle ça une phase de relance, si on arrive à, bien inverser la vapeur. Après, parfois, c'est pas toujours facile, et donc là, c'est le moment de la phase, dite d'hiver, où là, les difficultés sont vraiment avérées. Ça peut se traduire par des contentieux avec certains fournisseurs, des financeurs qui se retirent du financement de l'association. Ça peut aussi être, des contentieux légaux, donc potentiellement avec des salariés ou d'autres. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des crises. Pas très surprenant quand on regarde la description que j'en ai faite. Et donc là, c'est là où là, il y a l'enjeu d'avoir des acteurs, des dispositifs d'accompagnement, de sortie de crise qui puissent vous accompagner, pour vous permettre justement de pouvoir sortir de cette phase de crise, éventuellement repasser en automne, ou alors l'objectif de repasser en été. Ce graphique, il est très, très sévère avec la phase de mort-fermeture qui est identifiée à la fin. Mais parfois, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, et souvent, c'est plus progressif. Et l'enjeu, en tout cas, de toutes les personnes autour présentes dans ce webinaire, c'est de bien évidemment éviter ce passage-là, et de pouvoir vous soutenir au mieux pendant ces périodes. Donc, je rentre pas plus dans le détail, vous aurez des petites slides explicatives que vous pourrez lire à tête reposée après le webinaire. On vous enverra tout de suite. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Marianne et à Florence. Bonjour à tous et à toutes. Nous, on va vous présenter le réseau Guidasso avec Florence. Alors, du coup, très rapidement, je pense que beaucoup autour de la table savent ce que c'est, mais c'est un réseau d'appui à la vie associative en proximité. Donc, il y a 200 points d'information dans les Hauts-de-France qui se répartissent entre différents niveaux d'information, accompagnement généraliste. Et nous, on a plutôt axé avec le réseau Guidasso sur la partie bénévolat et les crises que peuvent traverser les gouvernances. Et sur ce sujet-là, je reprendrai la parole après, mais d'abord, je laisse Florence de l'AE 62 prendre le relais. Donc, bonjour. Donc effectivement, en fait, dans le cadre des missions de Guidasso, on accompagne les associations et notamment les bénévoles associatifs qui nous remontent un certain nombre de difficultés aujourd'hui quant à maintenir une dynamique bénévole, avec notamment souvent des bureaux vieillissants et également en fait un manque d'implication des adhérents au sein de la gouvernance associative. Donc pour ça, on va s'atteler surtout à montrer quelques exemples de bonnes pratiques que les associations peuvent mettre en place pour avoir un fonctionnement plus adéquat de leur association, et notamment pour surtout lever les freins à la baisse d'implication des bénévoles. Souvent, la baisse d'implication des bénévoles, elle est liée à un projet associatif qui est soit dormant ou soit inexistant, c'est-à-dire que les associations mettent des actions mais ne parlent pas en termes de projet. Donc, c'est bien redéfinir en fait ce projet associatif et pouvoir le travailler en équipe, c'est-à-dire avoir des gouvernances élargies pour réfléchir et repenser les axes du projet. C'est également, ça passe également par l'implication de tous et de ce fait de favoriser les temps conviviaux, qu'il n'y ait pas que des temps de travail ou des temps d'animation, mais également des temps conviviaux. Les bénévoles peuvent se retrouver, apprendre à se connaître pour réfléchir sur le projet et sur les actions éventuelles. Et également, on l'oublie trop souvent, mais l'importance aussi de mesurer l'impact des actions. C'est-à-dire que pendant des temps informels, évaluer son action pour pouvoir la remettre en place ou pour pouvoir en fait la faire évoluer. Mais mesurer cette action, ça se fait pas uniquement au sein de la gouvernance, ça se fait aussi avec ses bénévoles et ses adhérents pour justement comprendre les points d'insatisfaction et les points de satisfaction. Ça permet en fait d'avoir une transparence au sein de l'association et d'impliquer de nouveaux bénévoles au sein de cette association. Donc de cette baisse d'implication, on a aussi très souvent une difficulté de renouvellement de la gouvernance. On voit au sein des associations souvent des responsables associatifs qui sont présents depuis de très très nombreuses années
Et en fait, donc du coup, quel levier on peut mettre en place pour permettre en fait ce renouvellement associatif? Ben, ça va déjà être de donner du sens à l'engagement. Ça va être donc d'inviter les bénévoles à formaliser leurs besoins et leurs attentes en fait, parce que ça s'improvise pas, ça peut faire peur parfois de devenir bénévole, mais de ce fait, c'est comment on accompagne un bénévole à prendre de la place au sein de l'association et comment on lui permet d'atteindre cette gouvernance, comment on fait ce filage notamment pour impliquer de nouveaux bénévoles dans nos gouvernances et aussi en même temps impliquer les jeunes. Donc, ça va être l'exemple de faire un binôme personne qui est dans l'asso depuis très longtemps et nouveau bénévole pour l'impliquer dans des tâches telles que le secrétariat, la trésorerie ou la présidence pour qu'il y ait bien ce passage de relais pour donner un moment l'envie d'eux et non pas que le jeune se retrouve en fait en position de présidence sans avoir été à minima formé à l'interne. Et donc, c'est aussi consulter les bénévoles pour les décisions, c'est-à-dire de ne pas le faire en bureau restreint, mais aussi de pouvoir faire des conseils d'administration élargis en fonction des points d'actualité de l'association, ce qui permettra en fait une meilleure visibilité de l'association, une meilleure compréhension et surtout le pouvoir d'agir de chacun. Et enfin, pouvoir permettre aussi de remobiliser les bénévoles parce qu'on voit souvent et on entend trop souvent que les bénévoles ne se démobilisent. On a un bénévole qui peut venir une fois et après il va plus venir. Donc s'interroger aussi pourquoi il y a une perte de bénévoles au cours. Donc ça va être bien identifié en fait et pour permettre de répondre à ce frein, ça va être de pouvoir en fait identifier les besoins de l'association, de préparer aussi les missions en lien avec les envies, c'est-à-dire bien de pouvoir en fait réfléchir à où sont les besoins associatifs et aussi de voir si ça peut coller avec les besoins et les aspirations des bénévoles en fait. Également de communiquer pour donner envie, de ne pas se restreindre à un seul canal de communication parce qu'aujourd'hui la communication au sein d'une association avec les bénévoles elle est primordiale, mais il faut aussi se dire que on ne peut pas utiliser qu'un outil parce qu'en fonction des personnes, les outils sont différents, donc bien créer différents groupes et pouvoir en fait aussi les animer et les faire vivre. Et ça va être surtout aussi, et on l'oublie trop souvent, de pouvoir valoriser les bénévoles, de pouvoir les mettre à l'honneur, notamment lorsqu'on fait des assemblées générales ou lors des temps forts de l'association, pour à la fois valoriser les compétences, mais également pouvoir les monter en compétences et faire de l'échange de pair à pair. Et de ce fait, je vais repasser la parole à Marianne pour les outils qui peuvent exister pour permettre cet accompagnement des bénévoles. Merci Florence. Donc oui, ça c'était ce que tu viens de décrire, c'est une belle illustration aussi de ce que peut proposer les membres du réseau Guidasso, plus particulièrement sur la notion de bénévolat. Et aussi effectivement deux outils que vous connaissez déjà, mais toujours bien de les représenter. Le portail de formation des bénévoles, qui existe à l'échelle nationale, mais aussi en Hauts-de-France, et qui permet à des bénévoles de se former sur des sujets, on va dire, plus généralistes, qui peuvent aller de la recherche de financement à effectivement tout ce qui concerne la mobilisation, des bénévoles. Donc en présentiel la plupart du temps, pareil partout en Hauts-de-France. Donc intéressant pour l'échange de pratiques entre pairs et pour la montée en compétences. Et en complément, effectivement, la plateforme EVA, e-learning vie associative, donc là qui se fait en distanciel, qui peut être complémentaire de la formation, euh, et qui peut se faire à son rythme, avec là aussi des modules généralistes et même des supports, des exemples comme des plans de trésorerie, ce genre de choses qui sont vierges et dont on peut s'inspirer. Donc ces deux outils-là sont complémentaires de l'accompagnement et là en présentiel, là en distanciel, à son rythme. Donc c'est toujours bien de leur dire. Et la slide après, bon bah voilà, c'est juste pour dire que Guidasso, c'est un réseau. C'est un accompagnement entre pairs, en fait, d'asso à asso, de bénévolat salarié. C'est en proximité, il y a un maillage territorial sur l'ensemble des Hauts-de-France qui permet d'être plus proche aussi des réalités territoriales. Et c'est gratuit.
c'est sans condition d'accès et c'est complémentaire avec tout ce qu'on enfin, tout ce qu'on va vous présenter par la suite. Tous les acteurs sont en lien les uns avec les autres et, euh, et je crois que c'est bon pour moi. Et donc, niveau information, généraliste et spécialiste, là c'est pareil, quelle que soit la porte d'entrée, on trouvera toujours une réponse pour la personne qui sollicite le réseau. C'est bon pour nous. Eh bien, du coup, on va prendre le relais avec Alex. Donc, bonjour à toutes et à tous, Perrine Nicozzi-Touni. Donc, moi, je suis chargée de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et du coup, on va vous parler de ce qui se joue du côté des salariés et de leurs conditions de travail. Peut-être juste commencer, même si ça peut sembler aller de soi ou que par expérience, on peut repérer quels sont les effets des périodes de crise sur les salariés. Quand même préciser que très souvent, ces périodes de crise vont questionner des enjeux extrêmement forts et prégnants et qui ont tendance un peu à tout balayer. Ce sont des enjeux d'emploi, évidemment, donc de pérennité des emplois, etc. Mais il y a aussi des enjeux, enfin pas mais d'ailleurs, il y a aussi des enjeux euh, adossés ou associés au travail, c'est-à-dire à la question de la qualité du travail, à la question de la capacité à faire le travail qui est attendu à la fois individuellement et collectivement. Il y a aussi des enjeux en termes de conditions de travail, avec des effets dans ces périodes de crise, notamment de charges, qui peuvent être des effets de sous-charge, plus souvent de surcharge de travail, avec une forme d'intensification du travail, parce que c'est des périodes où ça se bouscule un petit peu, où souvent il faut essayer de mieux démontrer ce que le travail produit, parfois faire plus d'activités, souvent dans un contexte où il y a un peu moins de moyens. Donc on se retrouve là dans des situations d'intensification de travail, avec des questions aussi ou des effets de répartition des activités. Qui fait quoi dans ces situations-là? Qui prend plus? Comment est-ce que ça se répartit de façon plus ou moins équitable? Avec des effets aussi en termes de faisabilité, parce que dans ces périodes de crise, on peut aussi avoir une tendance qu'on retrouve assez fréquemment, qui va être celle de vendre, entre guillemets, ou en tout cas d'accepter des demandes de prescripteurs, de financeurs, qui parfois peuvent poser problème dans la réalisation pour des questions de temps, pour des questions de compétences, pour des questions de moyens. Mais en fait, on accepte parce que c'est une condition finalement pour avoir accès à des ressources aussi financières. Et puis tout ça, ça va se faire souvent avec une tendance à la gestion individualisée des difficultés, de ces tensions qui peuvent entraîner un certain nombre de difficultés, notamment pour les salariés et du côté de leur santé au travail. Et tout ça, ça pose effectivement la question que vous retrouvez là, à la toute fin de la diapo, ça pose des questions du point de vue de la stratégie plus globale des structures qui sont en période de crise. Quelle stratégie on se donne plus collectivement? Quelle organisation adossée à cette stratégie? Et puis dans quelles conditions de travail pour réaliser le travail qui est attendu? En s'appuyant et en essayant en tout cas de s'appuyer le plus possible aussi sur l'expertise des professionnels et sur leur participation. Voilà, pour pas que ce travail sur la stratégie ne repose que sur les épaules d'une direction et pour essayer de faire un travail le plus collectif possible et de débattre le plus collectivement possible de ce qui est possible ou pas de faire. Est-ce que Alex, je te laisse... Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alex Solvay, chargé de projet en territoire Hauts-de-France et Normandie pour l'UDES, l'Union des employeurs de l'ESS. Donc, avec Perrine et puis PACU, on a identifié quand même quelques signaux d'alerte plutôt forts, on va dire, en période de crise, qui vont être assez classiques quand même dans l'ensemble des structures employeuses et pas que. Mais vous avez commencé à avoir on va dire, un climat dégradé, plutôt délétère, des tensions entre personnes, surtout quand on arrive à des difficultés économiques.
qui engendre du stress, bien sûr, des difficultés à respecter des échéances. On constate une charge de travail trop élevée et puis une pression qui s'accentue sur le travail rendu, à la fois qualitativement et puis en temps et en heure. On constate également, c'est même assez clair, c'est que le personnel va pallier à ça par des heures supplémentaires régulières qui sont finalement pas récupérables sur le temps, hormis vraiment peut-être dans des périodes calmes, on va dire les 2 premières semaines d'août ou peut-être les vacances de Noël, où les gens arrivent vraiment peut-être à se reposer. Et puis il en découle, quand les salariés ne sont pas bien, c'est une augmentation des arrêts maladie. Voilà, donc qu'on se constate par pas mal quand même d'études, à la fois des ARS ou même des entreprises, hein. Et suite à ces arrêts maladie, la dégradation continue et vous avez en fait, les effectifs, le personnel qui commence à quitter la boîte. Et il en vient que, plus vous avez de personnel qui quitte la boîte, plus il devient compliqué d'assurer une activité, plus vous avez de conflits ou en tout cas de tensions entre différents services et à la fin, des difficultés à recruter puisque bon, de bouche à oreille ou en tout cas, par un petit réseau où tout le monde se connaît, via les avis qu'on peut retrouver, sur certains sites ou internet. Bon, finalement à la fin, vous avez des problématiques RH, en tout cas sur le volet recrutement. Voilà, en tout cas, et ça fait partie d'une des panoplies de signaux d'alerte. C'en est quelques-uns qui sont identifiés, mais c'est vraiment pas les seuls, et on en a à la fois des forts et des faibles. Donc il convient vraiment de pouvoir anticiper tout ça, de faire vraiment du préventif, avant d'être sur du curatif. Oui, merci. Peut-être l'une des questions qu'on peut se poser, c'est celle des processus de remontée ou quand est-ce qu'on arrive à repérer en fait ces différents signaux, comment est-ce qui les traite, comment on en discute, comment on les interprète, et puis comme l'a dit Alex, le plus tôt possible et le plus rapidement possible avec plutôt des signaux faibles, quoi, pour avoir une plus grande capacité d'action. Euh, il y a plusieurs leviers d'action possibles pour en fait travailler quand même. Alors évidemment, à la RACT, on est sur ces questions de travail et de conditions de travail. Alors ça nous semble tout à fait central, mais il me semble que ça l'est de façon objective, c'est-à-dire la capacité que vont avoir les équipes à réaliser le travail. Or, la valeur ajoutée finalement dans la plupart de vos structures, ça repose quand même sur ces compétences et sur cette capacité voilà, à produire un service, à produire de l'accompagnement, etc. Dans ces leviers possibles, il y en a différents. On a choisi de parler de deux en particulier, un qui est un peu plus global. C'est à la fois les questions de prévention et de qualité de vie et de conditions de travail. Sur les questions de prévention, vous dire, alors même si le document unique d'évaluation des risques professionnels, voilà, c'est finalement un résultat, un processus, une traçabilité, une trace d'une démarche de prévention. Et ce qui compte bien plus, c'est la démarche de prévention elle-même, qui vous mobilisez pour réaliser cette démarche de prévention et surtout les actions qui sont mises en place derrière. Donc ce document unique d'évaluation des risques professionnels doit permettre d'embrasser, de regarder l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les professionnels dans la réalisation de leur activité, dont, et on peut dire que c'est très certainement une priorité quand il y a des situations, des périodes de crise, dont les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ça constitue vraiment un enjeu extrêmement important dans ces périodes, et même d'ailleurs en dehors de ces périodes, dans les structures de l'économie sociale et solidaire, notamment en lien avec les questions centrales de sens. Cette évaluation des risques psychosociaux est tout à fait centrale. Faut pas oublier que dans cette évaluation des risques professionnels, dont les risques psychosociaux, il y a une obligation qui est faite et que très peu, je le glisse comme ça, mais que très peu de personnes arrivent à respecter, et en tout cas peu savent comment faire, c'est la question de l'évaluation différenciée des risques professionnels pour les femmes et pour les hommes, qui ne sont pas nécessairement exposés aux mêmes risques professionnels parce qu'ils n'exercent pas nécessairement les mêmes activités.
Voilà, je le glisse comme ça, mais en tout cas, c'est une petite vigilance à avoir. Et puis, cette question de la prévention, c'est vraiment l'une des dimensions de la qualité de vie et des conditions de travail qui a été réaffirmée ces dernières années. On parle plus de QVT, donc de qualité de vie au travail, mais de QVCT, de qualité de vie et des conditions de travail, pour réintégrer ces enjeux de santé au travail notamment et de prévention. Et puis, vous retrouvez différentes dimensions. Peut-être que celles qui sont tout en haut, là, projet d'entreprise et management, et puis organisation, contenu et réalisation du travail, sont assez structurantes. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va favoriser la production du sens au travail en lien avec le projet d'une structure, en lien avec la stratégie finalement d'une organisation. Comment est-ce qu'on va réussir à mener son activité de façon à la fois efficace et satisfaisante avec un encadrement de proximité ou un management qui vient favoriser la réalisation du travail. Je ne vais pas forcément tout passer, peut-être juste vous dire que ce qui est en orange, le dialogue professionnel et le dialogue social, c'est un élément, c'est une visée à la fois en termes d'objectifs, mais c'est aussi un élément méthodologique central. Moi, c'est vraiment le point sur lequel je souhaitais insister, c'est-à-dire en fait la capacité collective que vous allez avoir à discuter du travail et à construire les orientations et les conditions de travail dans vos structures dans des périodes où bah, cette capacité, elle est un peu bousculée par les situations de crise. Et donc, il faut vraiment essayer de tenir bon sur ça et se donner des conditions qui vous permettent de discuter collectivement du travail, des orientations à prendre, etc. Et notamment en lien avec le dialogue social quand vous avez un dialogue social institué notamment voilà, avec les représentants du personnel. On peut passer, je pense, à la suivante. Voilà, donc pour reprendre moi un peu, je m'attarderai pas trop sur ce slide, mais comme sa définition l'indique, le syndicat d'employeurs est avant tout une organisation qui regroupe des structures ayant la qualité d'employeur, bien souvent d'un même secteur ou d'un même branche, dans un but enfin vous en avez 3 et je m'attarderai principalement sur le dernier, c'est d'accompagnement opérationnel, à la fois sur de l'appui RH, du juridique, du social. Soit pour anticiper quand vous voyez des signaux faibles, venir au sein de votre structure, soit quand vous êtes en période de difficulté. Donc c'est avant tout ne pas rester seul face aux difficultés et vous appuyer sur un collectif. Que vous soyez voilà, vous avez, au sein de l'UDES 17 branches professionnelles et 22 syndicats d'employeurs. Donc ça va de l'aide à domicile, le médico-social, le sport, les régies de quartier et j'en passe. Et donc chaque syndicat a ses spécificités et a un service dédié via un chargé de mission qui peut orienter vers, voilà, quand vous avez des conflits RH, des difficultés juridiques ou besoin de mettre en place du dialogue social, au sein de vos services ou de vos structures, c'est vraiment la porte où il faut toquer. Donc, pour les structures qui ne seraient pas adhérentes, hein, peu importe la taille de votre structure en termes d'employés, il y a vraiment tout un intérêt à pouvoir s'appuyer sur un voilà, sur un collectif qui a généralement quand même pas mal d'années d'expérience et qui peut vous aider avec des appuis entre pairs, des temps d'échange et puis des compétences, un peu plus spécifiques. On peut passer du coup au diapositive suivant. Hem et donc l'UDES dans un autre contexte, mais dans le cadre de la crise du covid en 2020, a décidé avec le collège employeur des Hauts-de-France, via des dirigeants de structures, hein, venant de différents secteurs, de créer une cellule d'appui, entre pairs, voilà, pour en fait, répondre aux difficultés et à l'isolement des dirigeants qui souvent, nous contactent ou en tout cas, n'osent pas forcément évoquer leurs difficultés ou bien souvent quand c'est trop tard ou quand on en arrive à des situations de voilà, de conflits RH ou de licenciement ou de liquidation de la structure. Donc vous avez, quelques points, hein, mais qui est important de rappeler, c'est une écoute bénévole, hein, bien je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Une réponse assez rapide, donc il y a une adresse mail dédiée avec un numéro de téléphone voilà, que je gère personnellement. On essaye de répondre sous 24 à 48 heures. De pouvoir apporter un premier temps d'échange, soit en visio, soit téléphonique, de qualifier les difficultés et puis, voilà, quand ça ressort, enfin, c'est en dehors de nos moyens, c'est de pouvoir orienter,
ces personnes vers les dispositifs existants. Donc je pense à mes confrères et mes consoeurs ici, que ça soit le DLA, Guidasso, Nord-Actif, Prévasso, et de pouvoir s'articuler entre nous, et d'apporter la bonne réponse en tout cas à l'employeur, au dirigeant qui est en difficulté. Voilà pour ce diapositif. Je pense qu'on peut passer sur le suivant. Et donc dans le cadre de ce dispositif SOS, donc qui a vu le jour en fin 2021, il y a une convention de partenariat qui a été signée avec, à la fois l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l'URSSAF Picardie, dans un but, voilà, de traitement bienveillant des demandes. Donc on a un canal de communication dédié, une adresse mail avec qui on peut, quand des structures anticipent des problèmes, des retards de paiement, des difficultés, on va pouvoir mettre en lien l'URSSAF et cette structure. Toujours dans cette logique aussi de confidentialité, c'est vraiment important de le rappeler. Et l'URSSAF va, voilà, soit préparer un échéancier de paiement, lors d'un premier incident, par exemple, des demandes de remise de majoration de retard initiale, et l'URSSAF peut également proposer des plans d'apurement, des remises de majoration, comme je vous le disais, et des accompagnements personnalisés pour faire face aux difficultés de trésorerie. Donc vraiment, il est important de souligner ça, surtout sur la partie cotisation, et voilà, c'est un partenariat qui marche plutôt bien, et qui rassure, en tout cas, ou qui peuvent rassurer les structures, lorsqu'elles anticipent ces difficultés de paiement de cotisation. Hem, voilà sur ce volet. Merci Alex. Donc, on a vu les bénévoles, on a vu les salariés. Maintenant, on va partir sur le modèle socio-économique, sur les accompagnements possibles. Donc, moi, je vous parle vite fait du réseau Tremplin pour introduire mes collègues. Le réseau Tremplin, donc, c'est un réseau de 27 structures d'accompagnement de l'ESS, spécifiquement, pardon, qui part de l'idée jusqu'au développement. Donc, s'il y a des questions à tout moment de la vie de votre projet, vous pouvez trouver une structure dans les Hauts-de-France qui va pouvoir vous accompagner. Donc, vous avez le site où vous pouvez retrouver les structures qui sont les plus proches de chez vous. Dans ce réseau, nous avons, donc, comme je vous disais, 27 structures dont le mouvement associatif avec le DLA et dont les trois structures du réseau Hauts-de-France et ben, qui vont prendre la parole maintenant pour expliquer ce qu'ils peuvent vous apporter. Contrairement, là, la cohérence qu'on a voulu avoir pour vous expliquer sur les questions de modèle économique, c'est de se dire, de la phase, pour revenir à mes saisons du début, de la phase de printemps jusqu'à la phase d'automne. Delphine et les acteurs qui sont présents au sein du réseau Tremplin sont davantage dans la phase printemps. Le DLA, nous, on est plutôt dans la phase été. Donc le DLA, un dispositif d'accompagnement des structures de l'ESS employeuses, un dispositif qui est gratuit grâce à la prise en charge par ses financeurs d'un fonds d'ingénierie qui nous permet de pouvoir, à la suite d'un diagnostic partagé, de pouvoir faire intervenir un cabinet de consultants, un cabinet de conseil pour aider les membres de l'association à aller plus loin dans les questions qui les animent. Le DLA, c'est des types d'accompagnement qui peuvent être soit individuels, soit collectifs. L'un et l'autre ont plutôt des objectifs différents et vont pouvoir fonctionner différemment. Quoi qu'il arrive, quand on est dans une situation où il commence à y avoir des tensions à certains moments, que ce soit au niveau de l'équipe, que ce soit au niveau du développement du modèle socio-économique, nous, ce qu'on se dit toujours, c'est que le DLA, on n'est pas tant un dispositif d'accompagnement dans l'urgence, on est plutôt un dispositif où on a encore le temps d'expérimenter. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est le DLA, c'est bien quand on a un an devant soi. Quand on sait qu'on va pouvoir expérimenter un peu, tâtonner et voir si ça fonctionne ou pas. Ça va pas être le dispositif vraiment de l'urgence, même si parfois on peut quand même intervenir s'il y a des besoins. Je voulais aussi vous parler d'un accompagnement collectif, c'est sur la slide suivante, s'il te plaît. Un accompagnement collectif sur la mise en place d'outils de pilotage et de gestion en 2026.
Donc ça, c'est un accompagnement qu'on peut mettre en place grâce à un fonds exceptionnel de l'État qui nous permet de mettre en place 7 jours d'accompagnement par département. Cet accompagnement, il va décliner différents aspects du fonctionnement d'une association et il a pour objectif de dire comment on arrive à s'outiller pour pouvoir à la fois analyser, qualifier sa situation. L'objectif qu'il y a derrière, c'est d'une part de ne pas rester seul et de ne pas s'isoler au sein du collectif de l'association, et d'autre part aussi de pouvoir savoir pas quasiment en temps réel quelle est comment se porte l'association, et pas que sur des volets économiques et financiers, même si ça va représenter une partie conséquente de l'accompagnement, mais aussi sur des questions de environnement partenarial, de richesse humaine, donc qui rassemble à la fois les salariés, les bénévoles, tous les types de personnes qui sont engagées dans l'association. Cet accompagnement, il sera gratuit pour les structures qui y participeront parce que pris en charge. Et ça va être 7 jours d'accompagnement qui vont avoir lieu de mars à novembre 2026. Je vous mets juste après un article qui donne un peu plus d'explications sur ce fonctionnement et sur les objectifs de l'accompagnement. Je vous remercie et je passe la parole à Damien. Bonjour, donc Damien pour France Active Nord, que vous connaissiez peut-être jusqu'à récemment sous le nom Nord Actif. Donc au niveau de France Active, on propose plusieurs dispositifs qui correspondent aux différentes saisons qu'a présenté Claire tout à l'heure. Là, on va se concentrer plutôt sur le dispositif d'AZES, même si en phase d'hiver, automne, on est plutôt effectivement dans cette partie du graphique. On peut proposer aussi du pré-rebond. Mais sur les dispositifs d'accompagnement, on a décidé aujourd'hui de se concentrer sur le DASES. Donc, il y a un dispositif d'appui aux structures de l'ESS et qu'on porte avec France Active depuis une vingtaine d'années. Et qui se passe donc du coup sur les phases de rebond, consolidation, hein, qui correspondent à l'automne-hiver que présentait Claire tout à l'heure. Et on est à un stade où effectivement on n'est plus aux signaux faibles, ils sont vraiment forts les signaux. Et ce qui nous permet de déclencher un accompagnement d'ASES, c'est plusieurs éléments très très factuels. On est vraiment sur la difficulté du modèle économique qui est avéré. Donc soit des pertes qui ont été réalisées sur l'exercice précédent, soit des fonds propres qui sont négatifs, l'un et l'autre étant souvent fortement liés, ou, et c'est tout à fait d'actualité en ce moment, la perte d'un financeur ou d'un marché significatif, donc qui vont risquer de mettre en péril la pérennité de la structure. Et donc, il est prioritairement axé sur tout ce qui va être les problématiques d'ordre économique, d'un accompagnement de 4 à 7 jours qui est mené par un prestataire et qui est pris en charge par France Active. Donc, ce qui se passe, c'est qu'un conseiller, un chargé de mission comme moi, va se rapprocher de la structure, il va faire un diagnostic à 360 degrés avec les dirigeants, avec la gouvernance, et puis on va établir ensemble une problématique qu'on va demander aux consultants de prendre en charge. Voilà, tu peux passer sur le slide suivant. Voilà, donc ça c'est la première chose, l'accompagnement. Et puis on a un deuxième volet qui est un accompagnement financier qui est possible mais pas systématique en fonction du stade de difficulté de la structure. Si elle est vraiment en risque de rupture de trésorerie, on peut mobiliser une avance remboursable pour répondre aux tensions de trésorerie. L'idée étant de dire, on va essayer de détendre un petit peu la situation en permettant à la structure de faire face à ces échéances immédiates, à commencer notamment par le paiement des salaires, pour laisser aux consultants le temps de mener sa mission et d'entreprendre des changements ou de mettre en place un plan d'action qui doit s'opérer très très rapidement. Donc cette avance remboursable, elle est sans intérêt, elle peut aller jusqu'à 100 000 euros et elle doit se rembourser en une fois ou normalement dans une période de 12 mois, même si on arrive, quand c'est possible ou dans l'intérêt de tout le monde, d'aménager le remboursement, avec l'objectif, donc c'est ce que je disais, de reconstituer la trésorerie et pour faire le relais, notamment avec des subventions qui pourraient être longues à percevoir. L'idée étant également, dans le cadre de ne pas rester seul, d'avoir un effet levier maximum et notamment de mobiliser la banque pour que la banque ne sorte pas au moment où nous on rentre, pour pas que la banque quitte le navire, par exemple. Voilà.
Et sur le dernier slide, effectivement, j'avais mis deux exemples concrets sur lesquels je ne vais pas m'attarder compte tenu du timing. Mais effectivement, quand on est en baisse de subvention, la typologie que peut prendre l'accompagnement par le consultant. Voilà, et je vais passer du coup la parole à Louise pour l'accompagnement suivant. Merci beaucoup, Damien. Effectivement, du coup, moi, je m'appelle Louise Benkiran et je suis chargée de mission Prévasso au sein du mouvement associatif Hauts-de-France. Prévasso, c'est un dispositif d'accompagnement qui vise à accompagner en urgence les associations employeuses qui sont en situation de crise. On va vraiment proposer un temps d'accueil inconditionnel à toute association employeuse du territoire. On n'a pas de quota minimum de TP à respecter pour être éligible à cet accompagnement. Pour définir un petit peu les situations de crise, c'est toujours des situations qui sont un peu compliquées à objectiver. On va essayer de voir la viabilité de la structure et si elle est menacée à court terme, elle va complètement être éligible à un accompagnement Prévasso. Au niveau des saisons, du coup, comme vous l'avez compris, on va être plutôt sur la phase hiver, nous, de la structure. Enfin, voilà, quand on est quand on va étudier un peu des possibilités de redressement ou d'accompagnement à la fin, on va vraiment être sur la fin. Pour revenir un peu sur cette question de viabilité menacée à court terme, comment on va l'évaluer? S'il y a un plan de trésorerie, un espace de suivi de la trésorerie qui est effectué, et qu'on se rend compte qu'il y a un risque de rupture de trésorerie qui est avéré, et dans les 9 mois, ça peut être un critère d'éligibilité pour un accompagnement Prévasso. Mais un peu, on va revenir sur les mêmes critères qui étaient évoqués par Damien précédemment, quand on va avoir une altération des fonds propres, donc qui vont devenir fragiles, nuls ou négatifs, quand on va avoir des déficits qui vont être récurrents sur les différents exercices comptables précédents, mais aussi quand on a des crises de gouvernance, le départ d'un président, plus de bureaux ou de bénévoles qui portaient des activités importantes de la structure, on va pouvoir être aussi éligible à un accompagnement Prévasso. Donc, on ne va pas intervenir uniquement sur les leviers financiers parfois. L'objectif de la structure, on n'a pas un impact emploi ou économique ou financier, on n'a pas des critères à ce niveau-là. Ça va vraiment être le maintien du projet associatif, ce qui va nous amener parfois à faire je n'ai pas trouvé de meilleure façon de l'expliciter, mais de l'accompagnement à la mort, sur donc qu'une structure, dans tous les cas, va être liquidée parce qu'il n'y a pas d'autres issues possibles, voir un petit peu s'il y a des activités qui pourraient être reprises par des structures partenaires. Et c'est vraiment là la plus-value que pourra avoir le mouvement associatif avec, comme vous le savez, ces têtes de réseau qui sont nos membres. Je veux bien passer à la slide d'après qui donne un peu plus de contenu, surtout sur comment va se passer du coup cet accompagnement en période de crise. L'idée, ça va être d'être super réactif et de proposer un temps d'accueil dans les 3 jours ouvrés suivant la sollicitation de la structure. C'est un temps d'accueil qui va durer 1 heure et demie. Peut-être quelque chose que je peux préciser là au début en parlant de l'accompagnement, c'est que tout l'accompagnement va être assuré par la salariée du mouvement associatif qui est moi. On ne fait pas d'appel à un consultant extérieur ou à d'autres personnes extérieures. C'est vraiment être moi qui va assurer cet accompagnement du coup de pair à pair un peu associatif. Première étape de l'accompagnement, du coup, un temps d'accueil en visio ou en présentiel, selon ce qu'il est possible de faire, dans les 3 jours suivant la sollicitation de la structure, en présence d'un membre des instances de gouvernance et d'un salarié de la structure, où on va évaluer un peu la situation. 1 heure et demie, ça ne nous permet effectivement pas de faire un diagnostic approfondi, mais on va faire un état des lieux pour objectiver un peu et se rendre compte un peu si la structure rentre dans les critères de situation de crise qu'on a un petit peu évoqué en première slide. Si jamais je me rends compte si jamais on se rend compte, parce que c'est un travail collectif, que l'accompagnement Prévasso n'est pas le plus pertinent, on réorientera bien sûr vers un autre acteur de l'accompagnement. Et si jamais on se rend compte qu'on peut peut-être travailler ensemble à la mise en place d'une stratégie de sortie de crise, on va définir des points d'étape, du coup, avec les membres de la structure et moi-même, pour voir un petit peu comment on va piloter, mettre en place des outils de pilotage, remobiliser un peu les acteurs internes de la structure, mais aussi les partenaires, pour mettre en place effectivement et amorcer la mise en place d'une stratégie de sortie de crise. Voilà, là j'ai défini un peu théoriquement comment allait se passer cet accompagnement et je voulais dans ce slide donner des exemples peut-être un petit peu pratiques de ce que je pourrais faire. Du coup, un accueil dans les 3 jours ouvrés, ça je l'ai bien précisé. Une réorientation vers le dispositif d'accompagnement si c'est pas moi la plus pertinente. Structurer un peu les outils de pilotage, revoir les plans de trésorerie, revoir les différents documents qui sont utilisés par les structures pour voir s'il y a moyen de les optimiser un peu plus. Rappeler les droits et les devoirs en cas de rupture de trésorerie, ça c'est quelque chose auquel j'ai déjà été confrontée et à mon avis qui va pas mal se passer comme j'accompagne des associations qui sont dans des situations un peu compliquées. En cas de cessation de paiement, par exemple, les dirigeants ont l'obligation de le déclarer dans les 45 jours au tribunal. Et moi, c'est des choses que je peux rappeler aux dirigeants pour pas que leurs responsabilités individuelles soient engagées. Mobiliser les dispositifs financiers identifiés. Alex parlait tout à l'heure de la convention qui a été faite avec l'URSSAF et effectivement avec les acteurs bancaires, avec les créanciers, avec l'URSSAF. Il y a des dispositifs qui peuvent être un peu sollicités pour soulager un peu les problèmes de trésorerie. Quand les structures sont engagées dans des procédures amiables ou collectives, des procédures judiciaires, c'est des choses qui peuvent être extrêmement violentes pour les dirigeants. Culpabiliser, avoir l'impression que c'est leur faute, pas savoir un petit peu ce qu'ils en sont. On peut aussi proposer un accompagnement qui peut s'apparenter à du soutien moral, mais qui est aussi de la transmission d'informations sur les différentes étapes en fait de ces procédures judiciaires. Et c'est un peu de dédramatiser et d'objectiver les choses.
Et voilà, un peu, comme je disais, au niveau des partenaires internes et externes, essayer de remobiliser les équipes. Parfois, quand on a un intervenant tiers, la caution Prévasso peut être un peu un moyen de remobiliser un peu en interne les équipes. En mode, ben voilà, on a rencontré Louise, on s'est dit qu'on avait différents points d'étape. Est-ce que tu pourrais participer à ce point-là? Ça permet d'avoir une caution un peu extérieure pour remobiliser un petit peu les équipes internes ou externes. Voilà. Cet accompagnement, du coup, il va être assuré par moi. Il a été expérimenté depuis 2021 en région Occitanie. Et pour mettre en place et amorcer ces stratégies de sortie de crise, mon collègue d'Occitanie se rendait compte que ça prenait la forme de environ maximum 10 séances d'accompagnement réparties sur 6 mois. Donc, on part un petit peu sur ce même format, mais on n'est pas rigide. S'il y a besoin d'un peu plus de séances ou d'une période d'accompagnement un peu élargie, on dira pas non. Et il est actuellement déployé dans 7 autres régions de France, porté par le mouvement associatif. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Louise. Voilà. Et en parlant de questions-réponses, vous avez le chat qui est à votre disposition si vous en avez. Et il y en a une qui a été posée un peu plus tôt dans le webinaire. Je vous l'ai dit, en situation de crise, quelles recommandations avez-vous pour mener les discussions avec des niveaux de compréhension et d'information différentes, entre parenthèses, notamment sur des éléments financiers qui restent pour beaucoup un autre langage? Est-ce que nos intervenants souhaitent répondre? Oui, peut-être je peux apporter, alors pas, c'est peut-être pas une réponse en tant que telle, mais peut-être quelques pistes. Il me semble que du côté des structures coopératives, c'est un travail qui a été, enfin, qui est pas mal expérimenté dans ce cadre-là, notamment les discussions sur les dimensions économiques, budgétaires, comptables, etc., pour favoriser bah, cette question de la gouvernance plus collective, de la démocratie au travail ou dans les organisations. Donc peut-être regarder du côté des travaux du réseau des scopes, etc. Et puis, il y a quand même un point qui est intéressant, c'est que ces discussions-là ne soient pas que des discussions, j'allais dire, descendantes sur les éléments budgétaires, mais aussi des discussions sur les implications, en fait, à la fois sur le travail et en prenant appui sur l'expertise des professionnels. C'est-à-dire, en fait, les professionnels, eux, sont experts sur quoi? Sur leur champ de travail, et peut-être que eux aussi peuvent faire des remontées d'indicateurs, etc., qui peuvent permettre de donner du sens un peu autrement aux données chiffrées. Voilà, que ça peut permettre de les incarner un peu plus à partir de l'expertise de leur travail. Et puis quand il y a des représentants du personnel, hein, je pense qu'il faut aussi le travailler évidemment dans ce cadre-là pour travailler à une grille de lecture qui soit accessible à tous. Oui, pour compléter un petit peu ce que disait Perrine sur cette information-là, souvent, effectivement, les gens, ils ont besoin de sens, donc l'idée, c'est de leur mettre à disposition l'information. Effectivement, avec des niveaux de compréhension sur les chiffres, je partage votre analyse sur le fait que, effectivement, il y a des niveaux très, très hétérogènes de compréhension. Dans le cadre d'un dispositif d'ASES, on peut effectivement demander à un consultant, on peut même des fois le faire nous-mêmes, d'essayer de vulgariser un peu les chiffres, les rendre accessibles de manière très très simple. On n'arrive pas toujours à un niveau de compréhension qui est maximum, mais on peut déjà largement défricher le terrain et expliquer le pourquoi dans des grandes masses. Donc ça peut faire partie des éléments de réponse en tout cas, pour moi. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Tout était clair. Après, on reste à disposition de toute façon. Pardon, si je puis me permettre, il y a peut-être une dernière ressource. Alors, je suis pas expert sur le sujet, mais sur peut-être la sensibilisation aux difficultés financières économiques. Donc, il y a le CIP, le Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, qui est une plateforme
existantes pour des entreprises en difficulté. Ils organisent des rencontres individuelles à la fois avec le dirigeant, des professionnels, de prévention. Vous avez des anciens juges du tribunal de commerce, d'experts comptables, de commissaires aux comptes, voire d'avocats. Et ces rencontres individuelles sont des temps d'écoute, d'information, de confidentialité et sont gratuits. Voilà, il y a 3 centres physiques en Hauts-de-France, par exemple à Saint-Quentin, Dunkerque et Beauvais. C'est, peut-être quelque chose aussi qui peut, rassurer, à la fois les employeurs ou non, de pouvoir, c'est vrai, aborder ces questions, financières des fois qui peuvent être un petit peu, heu, on va dire pas abordables pour le commun des mortels. Ouais, voilà. Super, merci. A priori, pas d'autres questions. Ben, on peut peut-être vous dire déjà que vous recevrez donc la présentation et justement, comme disait Alex, ressources supplémentaires. Mais voilà, on a différentes ressources que vous pourrez retrouver dans la présentation sur les thématiques que nous avons abordées. Donc voilà, tout est cliquable. Avec la présentation aussi de nos différents dispositifs pour que vous y retrouviez un petit peu plus, que ce soit peut-être plus clair sur qui intervient quand, comment, parce que bah, des fois, on le sait, il y a des moments de frottement où on se pose la question, je suis où? Donc voilà, après, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter aussi, hein, on sera là pour vous orienter. Et nos contacts, justement, toutes les personnes qui ont été présentes. Peut-être pas Perrine, mais sont présentes sur cette slide. Voilà, vous aurez toutes les informations à portée de main Oui, grâce à peut-être ça. on pourra ajouter mes coordonnées, mais sinon, Mm. je retrouverai tout sur le site ou voilà, peut-être que vous tapez mon nom, c'est assez accessible. Et peut-être avant de clôturer une dernière petite information, au niveau du mouvement associatif Hauts-de-France, on est en train de préparer une newsletter spécialement dédiée aux questions liées à l'instabilité budgétaire et à tous les effets que ça peut avoir sur les associations. Et donc, il me permettrait de vous la transférer aussi quand elle sera publiée, si jamais ça vous intéresse. Mais on peut peut-être terminer un petit peu plus tôt et comme ça, vous avez 3 minutes pour prendre contact avec la personne qui vous semblait la plus proche de votre situation. Merci On beaucoup. vous remercie en tout cas et on vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir. Bonne Merci. journée. Merci, bonne journée. Au Au revoir revoir. tout Bonne le monde. journée. Au revoir.